Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel entretien géopolitiquement incorrect. Cet été, il y aura peut-être une petite pause dans les entretiens par la force des choses, tout le monde étant un peu par monts et par vaux. Donc c'est le dernier et non moins le moins important parce que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui ici Nicolas Mirković qui me fait l'amitié de venir pour parler d'un certain nombre de choses importantes. Donc, bon, Nicolas, vous commencez à être tout de même assez connu et reconnu maintenant pour être un esprit libre, un esprit courageux. Alors, en quelques mots, puisqu'il faut présenter un petit peu nos invités, même s'ils sont déjà célèbres. Formation business. Et puis après, en fait, du fait de vos origines yougoslaves et serbes en l'espèce, du fait de la marche du monde, vous vous êtes retrouvé un peu au cœur de l'observation possible de ce qui se passait dans les Balkans. Vous êtes allé assez loin dans cette observation. Et vous nous raconterez peut-être, je ne vais pas tout déflorer, et c'est comme ça que vous avez en 2013 publié votre premier livre, Le Martyr du Kosovo, qui en est à sa 3e édition, je crois, exactement, ou 4e, 3e. Et puis 3 autres, non pas dans la foulée, mais enfin dans les 10 ans qui ont suivi finalement. Donc le 2e, c'était Bienvenue au Kosovo. Oui. Ensuite, c'était l'Amérique Empire en 2021. Et puis le tout dernier qui est avec nous, le chaos ukrainien. Donc là, on est dans l'actualité chaude, très chaude. Voilà, ce terrifiant, malheureux et très intéressant conflit néanmoins. Alors par ailleurs, vous êtes toujours président d'une association humanitaire en fait qui s'appelle Ouest-Est. Exactement. Vous pourrez aussi nous dire 2 mots à l'occasion. Et puis, vous êtes, j'allais dire, comme un certain nombre d'entre nous, considéré. Alors, vous êtes un analyste, mais évidemment, vous êtes en but à la même chose que certains et que moi, c'est sûr, c'est-à-dire accusé de toutes sortes de mots, de complotisme, de pro-russisme, voilà. Donc ici, on est dans un cercle terrifiant, dangereux, il y a l'odeur du diable. J'ai osé braver. Voilà, il y a les fumées, là, voilà, on est dans les fumerolles diaboliques, mais on est surtout dans les fumerolles d'une pensée éventuellement libre, réaliste, pragmatique. Et moi, c'est ça qui me plaît dans ce que vous écrivez et ce que vous dites, et on a eu l'occasion déjà de parler ensemble d'ailleurs. Donc, voilà pour l'introduction. Très bonne introduction. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on va pouvoir parler un peu à bâton rompu de beaucoup de choses. Peut-être, évidemment, en ce moment, tout le monde parle du Moyen-Orient et on va en parler. Mais moi, j'aimerais qu'on reparle un peu d'Ukraine pour avoir votre point de vue sur, où en sommes-nous? Parce qu'on a l'impression que le scope a complètement dérivé vers le Moyen-Orient avec ce qui s'est passé récemment et qui n'est pas terminé, à mon avis. Mais néanmoins, on sait aussi qu'un certain nombre de négociations et de pourparlers se tiennent toujours entre Américains et Russes, que la situation de l'Ukraine au plan militaire, et je ne parle même pas du plan social et économique, est toujours aussi catastrophique, voire empire. On a beaucoup parlé d'une offensive russe qui aurait dû se déclencher, ou qui allait se déclencher, ou qui devrait se déclencher de manière imminente, mais on n'a pas l'impression. Donc on peut se demander un peu, est-ce que Vladimir Poutine attend, temporise? Pourquoi s'est-il montré assez en arrière de la main dans ce qui s'est passé là au Moyen-Orient avec l'Iran? Bref, un florilège de questions. Je vous laisse aborder comme vous voulez. Vous pouvez prendre l'animal par une patte, la queue, les oreilles. Voilà, il faut commencer. Je vais commencer par un de mes sujets de prédilection, qui est donc par les États-Unis. Oui. Celui qui change tout en ce moment, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est évidemment Donald Trump. Oui. N'oublions pas que cette guerre, elle est quasiment 100%
américaine à l'origine, que les Européens y ont contribué parce qu'ils sont dans cet état de vassalisation par rapport aux États-Unis, que Brzezinski et d'autres et consorts ont assumé sans problème. La grande différence, c'est que Trump arrive avec une autre vision de ce que doit être l'empire américain et le projet mondialiste. Et dans ce contexte-là... Alors, c'est quoi cette vision, pardon, en deux mots? Je pense que lui, il veut faire de l'Amérique encore un pays impérial, il n'y a pas de doute là-dessus, il ne va pas employer le mot, il veut se focaliser un peu plus sur les US. Pour autant, il veut quand même un empire, mais qui va être avec, on va dire, des limites qui vont être peut-être mieux définies. Il a plus cette vision mondialiste que pouvaient avoir ses prédécesseurs de vraiment le modèle américain qui s'étend dans le monde. On profite du FMI, on profite du dollar. Les États-Unis demeurent là, peut-être pas la base arrière, mais le moteur de l'économie mondiale. Et les Américains fixent les règles jusqu'aux règles sociétales de ce qu'on a le droit de dire, de ce qu'on a le droit de penser. Et Trump, lui, il se dit non, tout ça, c'est aller trop loin. De toute manière, lui et son entourage se rendent bien compte que les Américains sont arrivés dans cette situation de surextension impériale dont Paul Kennedy nous avait parlé dans les années 80. Tout le monde lui riait au nez, mais pourtant, c'est le propre de tous les empires. C'est d'arriver à un moment où ils vont trop loin et puis où ils s'écroulent, où ils se reforment. Et voilà ce que veut faire Trump. Et aujourd'hui, je pense vraiment que dans sa vision, à lui, personnellement, je dis toujours ça avec quelques pincettes, parce qu'il a un entourage qui est majeur, et on va en parler, le président des États-Unis n'est pas l'homme le plus puissant du monde, et en tout cas, il n'est pas l'homme le plus puissant des États-Unis. Ça, c'est très intéressant. Il doit composer avec un entourage et un État profond qui est quand même encore, pour une partie, aligné sur cette vision mondialiste, hégémoniste. Les Américains doivent dominer parce que c'est la nation indispensable, comme le disait Madeleine Albright. Donc Trump, lui, veut négocier. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, hein, il était à peine élu qu'il parlait déjà de récupérer le Groenland, récupérer le Panama, récupérer le Canada, des choses dont il n'avait jamais parlé pendant sa campagne. Pourquoi? Parce qu'il veut vraiment dire aux autres puissances, donc je pense qu'il est prêt à accorder une place aux autres puissances, et lui, il veut s'assurer que les Amériques restent un domaine vraiment américain. Je pense qu'à ça, il veut adjoindre l'Ouest européen, et il n'y a qu'à voir la relation qu'il avait d'Adi par rapport aux autres pays membres de l'OTAN en Europe, où il arrive, il impose 5% du PIB en matière de défense, ce qui est quand même assez radical. Beaucoup de pays européens n'arrivent même pas à 2% aujourd'hui. Ce sont des milliards qu'on s'engage à donner pour servir l'OTAN, qui est la légion étrangère de l'armée américaine. Et en même temps, il a ce côté où il négocie avec la Russie. Et donc, dans la déclaration de fin de semaine, de la semaine dernière, eh bien, on n'a pas vu ces invectives, ces attaques vraiment haineuses contre la Russie. Donc, on voit qu'il est en train de nuancer ses propos. Il veut une Amérique forte, mais avec des dimensions plus, on va dire, plus restreintes qu'auparavant. Oui, alors il fait aussi de nécessité vertu, parce qu'il est difficile de traiter la Russie par le menu, comme la Chine d'ailleurs. Et puis, à mon avis, s'agissant des Européens, j'ai l'impression qu'il les prend à leur propre piège. Exactement. C'est-à-dire, en Ukraine, il l'empêche en gros de faire ce qu'il veut. Oui. Enfin, en tout cas, c'est un peu ce à quoi ça ressemble. Certains diront que c'est pas vrai, que c'est en fait une stratégie, qu'il est aussi d'accord avec cette ligne jusqu'au boutiste européenne. Moi, je ne le pense pas. Je pense en revanche qu'il en a profité. Il a dit « Ah bon, très bien, donc vous voulez continuer, vous voulez m'empêcher de faire mon accord de paix eh bien, dans ce cas-là, puisque vous voulez tellement être autonome, parce que les Européens sont quand même comment dirais-je, le dernier village gaulois au sens très large, retranché justement du mondialisme, du néoconservatisme américain, enfin l'excroissance européenne de ce courant. Et donc, pour moi, ce qu'il a fait, c'est de dire, bon, vous voulez être autonome, allez-y, mais alors vous commencez par dépenser 2 ou 3 fois plus, et puis évidemment, avant que vous n'arriviez à produire tout ce dont vous parlez, vous allez d'abord continuer par m'acheter mon gaz et 2 mes armes. Exactement. Voilà. En 2010, les pays européens membres de l'OTAN consommaient à 60% du matériel de défense européen. Aujourd'hui, on est à 60% d'achats auprès des Américains. Alors, on arrive dans des situations ubuesques. Un pays comme la Pologne ou d'autres pays européens qui sont récipiendaires nets d'aide européenne utilisent cet argent pour acheter américain. C'est-à-dire que nous subventionnons l'achat d'armes américains par d'autres pays européens. Et comme je pense que derrière l'OTAN, il y a quand même ils sont imprégnés de cette idéologie
mondialiste viscéralement anti-russe, viscéralement anti-multipolaire. L'évolution naturelle de l'OTAN, c'est vraiment d'harmoniser les armées de l'OTAN pour qu'elles soient plus facilement commandables par les généraux américains. Donc on va avoir de plus en plus d'armements américains et on va nous expliquer que c'est pour avoir une armée homogène. Donc ceux qui se disent en France, qui se frottent les mains en se disant bah, c'est génial parce que du coup on va vendre plus d'armes, non, parce qu'on va devenir des spécialistes dans des marchés de niche de renseignement, d'information, de certaines missions. Au nom de l'interopérabilité, au nom de... Toujours. Voilà, exactement. Donc, et Trump, lui, pareil, il va rentrer de son voyage européen en disant bah, regardez, on a un carnet de commandes qui va se nourrir de plusieurs centaines de milliards de dollars, parce qu'on va payer ça en dollars, en plus on ne va pas payer ça, on va même pas payer ça en euros. Donc on est vraiment les dindons de la farce. Et je pense que quelque part dans la stratégie de Trump, lui ce qu'il veut c'est apaiser les relations avec la Russie, c'est sûr, enfin pour l'instant il nous donne quelques gages. Et faire du business aussi. Il veut clairement faire du business. Parce que là, à Moscou, au SPIF, là, les délégations américaines étaient flamboyantes et omniprésentes. Elles sont présentes et n'oublions pas que quasiment la moitié des entreprises américaines qui étaient présentes avant 2022 sont encore présentes en Russie aujourd'hui. On a tendance à l'oublier. La France, les entreprises françaises ont été toutes bien élevées, sont toutes rentrées et on a laissé des milliards et des milliards d'euros pour le coup de valeur aux Américains ou à d'autres entreprises. Le marché de l'automobile, maintenant, il est occupé essentiellement par des Chinois, alors que Renault avait acheté Avtoval, qui était le premier producteur manufacturier russe d'automobiles. Donc on s'est tiré une balle dans le pied, ce que les Américains n'ont pas fait. Pas comme nous en tout cas. Donc lui, je pense qu'il veut apaiser les relations avec la Russie. Il ne veut pas pour autant donner un chèque en blanc à Poutine. Et je pense qu'il est quand même content d'avoir une zone un peu de tension sur la frontière occidentale de la Russie parce que pendant que les Russes s'occupent du sujet ukrainien, eh bien, ils ne sont pas en Afrique, ils ne sont pas en Asie, ils ne sont pas ailleurs dans le monde. Et donc, c'est une façon un peu de fixer le sujet russe, tout en se disant on évite la guerre mondiale et on va faire du business parce qu'à la fin de la journée, voilà, j'ai vu qu'il a lancé sur son site officiel son eau de Cologne ou son parfum il y a quelques semaines. Donc lui, dès qu'il a une opportunité pour se faire l'argent, il fait des sous. Il fait des sous. Donc ça, c'est une des grilles des lectures importantes de Trump. Alors, est-ce que ça va marcher? On va voir. Mais pour l'instant, c'est le rôle qu'il suit, enfin qu'il se donne. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a moins vu la Russie, notamment dans le sujet iranien. D'abord, n'oublions pas que les Russes et les Chinois ne sont pas du tout des Américains et que Trump est quand même un peu une caricature d'Américain où il va commenter tout ce qui se passe, même sa responsable du renseignement, il n'est pas d'accord avec elle, devant tout le monde, devant les caméras. Il la désavoue. Il la désavoue, enfin il fait des choses qui sont complètement incroyables qu'on ne verrait pas, enfin ni les Russes ni les Chinois feraient ça et ils feraient ça dans des manières un peu plus, on va dire, diplomatiques ou derrière, dans les coulisses. Donc, il ne fallait pas s'attendre non plus à entendre de la part ni de Poutine, ni de Xi Jinping une dénonciation. Au contraire. Exactement. Au contraire, parce qu'il joue, enfin, de mon point de vue, il joue sur une autre partition qui est celle, justement, de la tempérance et de la proposition, finalement, d'une restauration en l'améliorant d'un système international un tout petit peu plus ouvert, un tout petit peu plus égal, un tout petit peu plus légaliste d'ailleurs, où le droit international, parce que c'est quand même ça le grand blessé de guerre, là, le droit où est le droit international? Parce que moi je suis frappée quand même du niveau de sauvagerie, de cynisme, d'indécence et même de langage, de violence dans le langage, que les derniers événements au Moyen-Orient, et notamment vis-à-vis de l'Iran, ont démontré, alors pas seulement de la part d'Israël, les Américains aussi sont comme ça, c'est-à-dire, voilà, on veut se faire le régime, oui, absolument, oui. Alors au départ, ils ne l'ont pas trop dit, puis maintenant ça se révèle, comme d'habitude, il y a toujours des fuites quelques semaines ou quelques jours après qui viennent révéler les véritables objectifs initiaux, c'est-à-dire changer le régime. Et puis, oui, s'il faut assassiner Khamenei, bien sûr, c'était une cible, absolument. Et ses ministres aussi. Enfin, je veux dire, on est quand même à un niveau de violence à la fois concrète et symbolique et d'absence de retenue dans l'exercice des relations internationales, même conflictuelles. Mais enfin, quand même, il y a un minimum de... Enfin, il y avait un minimum, en tout cas,
de retenue, même de pudeur, parce que quand les Américains font tomber Mossadegh en 1953, ils ont déjà fait. Les Américains ont une liste longue comme le bras de régimes qu'ils ont changés. C'est vraiment leur modus operandi. Et le fait qu'ils en parlent ouvertement comme ça est en effet très inquiétant, parce que les Américains n'ont jamais vraiment respecté le droit international, mais ils faisaient un peu semblant. Donc il y avait certaines choses qu'ils faisaient, ça se savait dans les milieux diplomatiques, dans les milieux du renseignement, mais voilà, on savait qui était derrière tel coup d'État, tel bombardement, tel attentat terroriste ou d'État. Mais soignaient les formes. Voilà, ils soignaient les formes. Là, le fait qu'on ait des responsables politiques de haut vol américains qui disent, ou même français, qui disent qu'il faut attaquer, qu'il faut changer le régime, c'est extrêmement inquiétant, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que dans un ordre normal, si nous avons la possibilité, ou si nous pensons que nous pouvons aller changer un gouvernement dans un autre pays, ça veut dire que d'autres pays peuvent penser la même chose que nous. Et donc, c'est la loi du plus fort. Absolument. Et justement, c'est donné beaucoup de mal à la fin de la Deuxième Guerre mondiale d'avoir un semblant de droit international qu'on ne respecte plus. Ce qu'a fait Israël et ce qu'a fait Trump avec les Anses, c'est complètement illégal. Et là, aujourd'hui, donc, on est vraiment dans ce deux poids, deux mesures. Donc, on a le droit, quand on est les États-Unis, quand on est un pays membre de l'OTAN, d'aller attaquer un pays, de tuer des civils. Donc, en plus, ce sont des crimes de guerre. De tuer des civils. Et derrière, après, on va reprocher à la Russie ou tel autre pays d'être rentré dans tel conflit. Et ce deux poids, deux mesures est extrêmement inquiétant, parce que ça veut dire qu'au bout d'un moment, si ça dérape, ça va forcément se terminer par l'usage de force et croire que nous ne serons jamais concernés parce qu'on fait partie de l'OTAN, qu'on est le monde libre, qu'on est le monde de la démocratie, de la liberté, etc. Ça ne marche plus. Ce discours va se retourner contre nous. Puis déjà, même à l'intérieur du système occidental, quand on voit ce qui se passe en Roumanie, quand on voit ce qui s'est passé en Moldavie, quand on voit ce qui se passe en Géorgie, quand on voit Pologne, ils veulent revenir sur l'élection du dernier président polonais. Bah oui, parce qu'ici, il n'obéit pas, celui-là non plus. Donc, tous les récalcitrants, il faut les passer à la moulinette. En tant que Serbe, vous devez savoir. Oh oui, c'est bon. On a des diplômes entiers sur le sujet. Voilà. Et quand on pense, et moi, ça, je m'en souviens, parce que j'ai vu ça très, très près, à la campagne de bombardement de 1999 sur la Serbie, aussi en autosaisine, aussi sans mandat de l'OTAN, de l'ONU, sans rien du tout. Enfin, juste parce qu'on a considéré qu'il fallait le faire, parce qu'il fallait en finir avec ce Milosevic et ce pays récalcitrant. Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs de revenir après. Il a fallu, il a fallu qu'il soit vendu finalement d'une certaine manière par son Premier ministre de l'époque, que je connaissais. Qui n'y a pas survécu d'ailleurs. Non. À cette époque-là, ils pouvaient se permettre de faire ça parce qu'il n'y avait personne en face. Et ce que le monde occidental ne comprend pas, c'est que cette époque où les atlantistes pouvaient faire la pluie et le beau temps dans le monde entier, tuer des présidents, renverser des régimes, affamer des populations. Les politiques de sanctions sont à l'origine de millions de morts en Irak, au Venezuela aujourd'hui. On est toujours regardé ces pays, tout le monde est pauvre, les gens n'arrivent pas à se nourrir, mais parce qu'ils sont sous sanctions, qu'ils n'ont même pas accès à des produits pharmaceutiques. Cette époque est révolue. Il y a des grandes puissances aujourd'hui qui disent non, il faut arrêter. Et le paradoxe dans cette histoire, c'est qu'on n'arrête pas de dire que ces pays-là, ce sont des pays autocratiques, qui sont contre la démocratie. Mais ces pays-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Avec des régimes et des gouvernements différents, veulent juste un retour à l'état de droit. Poutine est un juriste à la base. Et les gens ont dit, c'est un ancien du KGB. Mais c'est un juriste, donc du coup, et le système russe a des avantages et des inconvénients, mais il est très, très, très légaliste. Et ces pays-là, qui représentent des milliards de personnes réunies, veulent venir, en tout cas, revoir l'ordre tel qu'on le connaît aujourd'hui, l'ordre international au niveau du droit, et ils ont raison. Parce que plus personne ne respecte le droit, c'est la loi du plus fort. Et vu les moyens dont nous avons aujourd'hui pour se faire du mal entre nous, de détruire la planète je ne sais pas combien de fois, ce n'est pas le réchauffement climatique qui doit nous faire peur, mais plutôt le réchauffement atomique. Donc ça, c'est un sujet qu'on doit prendre en compte. Ça, c'est vrai. Alors justement, vous avez abordé la question du légalisme russe, et notamment à sa tête, au Kremlin. Effectivement, le président russe, a fait son droit avant de rentrer dans les services, et deux, effectivement, chaque fois qu'il dit quelque chose, il fait toujours très attention à l'inscrire dans un raisonnement légaliste, alors après, il fait les modifications constitutionnelles qu'il faut pour lui permettre d'aboutir à ce qu'il veut. Mais
ce qu'on rétorque, quand je dis ça ou quand vous dites ça, ce qu'on nous rétorque, mais enfin quand même, il est allé en Ukraine, c'était totalement illégal, etc. Alors qu'est-ce qu'on répond à ça? Moi, ma position, c'est oui, c'est vrai, c'était illégal. Quand il était en Ukraine, je dis oui, c'était aux yeux du droit international, il n'avait pas le droit de faire ça. Pour autant, il avait quand même, les États-Unis et les pays atlantistes n'avaient eux-mêmes pas le droit d'organiser un coup d'État. C'est-à-dire que le droit international, on aurait déjà pu invoquer le droit international contre les atlantistes pour dire, mais attendez, vous avez renversé un gouvernement élu démocratiquement, vous avez mis en place... Donc Maïdan, là. À Maïdan, oui, en 2014, Maïdan, vous avez mis en place un gouvernement radicalement anti-russe, vous avez joué sur la division des Ukrainiens, même en mettant en avant les éléments, on va dire, pires de l'idéologie néo-nazie ukrainienne, parce qu'il leur faut à chaque fois des jeunes gens galvanisés, excités pour aller se battre. Vous êtes à l'origine d'une guerre civile. On sait maintenant, même le New York Times l'a dit, à l'époque on était conspirationnistes quand on insinuait que les Américains étaient omniprésents. On sait maintenant qu'ils avaient des bases le long de la frontière russe, où ils étaient en train... 12 bases officielles, en tout cas dans cet article du New York Times, qui est sorti l'année dernière, des bases qui espionnaient la Russie, qui formaient des commandos ukrainiens pour commettre des actions. Alors, ils disaient que c'était des actions défensives, donc c'est des commandos défensifs, mais qui pouvaient aller du côté russe, qui étaient formés pour ça. Donc, il y avait une menace réelle sur la frontière russe, qui a commencé quand les atlantistes se sont immiscés dans les affaires de l'Ukraine, ce qui était complètement interdit. Mais ce qu'on peut se dire côté russe, c'est que si ce que font les Américains et les Européens est interdit, pourquoi est-ce que moi, je me restreindrais de faire quelque chose d'interdit? Parce que du coup, au bout d'un moment, ce sont mes intérêts vitaux. Parce que ces bases qui sont qui sont installées le long de la frontière, ces commandos qui viennent chez moi, ou cette mentalité anti-russe, néo-nazie qui est en train de se créer contre les russophones ukrainiens, parce qu'on oublie ça. Au bout d'un moment, une fois qu'ils auront réglé le sujet de l'Ukraine, nous sommes prochains sur la liste. Donc je vais défendre mes intérêts en attaquant l'Ukraine. Et je pense que c'est extrêmement important de rappeler qui a commencé. Et ça, et on peut toujours dire oui, mais c'est un tel... Non, mais c'est extrêmement vrai. Et d'un point de vue du droit, on ne peut pas avoir du droit qui s'applique de manière différente selon les interlocuteurs, où il est le même pour tout le monde. Et malheureusement, jusqu'à il y a encore quelques années, il n'y avait aucun État sur Terre qui savait, ou qui en tout cas qui a osé plutôt, faire traduire les Américains devant des tribunaux pour des ingérences. Toutes ces révolutions de couleur que nous avons vues en ex-Yougoslavie, en Géorgie, en Roumanie, toutes ces révolutions de couleur ont été organisées, poussées, financées par les Américains. C'est archi-documenté aujourd'hui. C'était complètement interdit. Tout le monde baissait les yeux. N'oublions pas que pendant le bombardement de 1999, les États-Unis ont bombardé l'ambassade de Chine à Belgrade. Ils ont dit « Oups, on s'est trompé de cible ». Voilà, erreur, les satellites américains ont mal fonctionné. Comme par hasard, c'est tombé sur la Chine. La Chine, elle travaille sur le temps long aussi. Elle se souvient très bien que son ambassade a été la cible. Aujourd'hui, il y a des puissances qui disent stop, c'est fini. Les 500 guerres que les Américains ont menées depuis 1776 ou 500 interventions militaires à l'étranger, pour être tout à fait clair, aujourd'hui ont pesé sur l'histoire du monde. Et beaucoup de puissances aujourd'hui osent sortir la tête de l'eau en disant on ne veut plus accepter ça. Et c'est pour ça aussi que Poutine intervient en Ukraine, parce qu'il n'intervient pas que pour défendre les russophones ou les pro-russes, comme on dit aujourd'hui. Il intervient aussi pour dire ça c'est la ligne rouge, on ne va plus l'accepter. Et le fait que le reste du monde, et ça c'est super intéressant, super important, c'est l'Institut Watson aux États-Unis qui a fait ce calcul, ces fameuses sanctions, quasiment 30 000 sanctions appliquées contre la Russie aujourd'hui, 30 000, ne sont appliquées que par des pays qui représentent 16% de la population mondiale. C'est-à-dire que la grande totalité, 80% de la population mondiale continue à acheter russe, aller faire du tourisme en Russie. Y compris nous d'ailleurs, via l'Inde, bien sûr, voilà, on est dans une hypocrisie totale. Parce qu'on en a besoin. Et donc du coup, on a décidé de chercher bigorgne avec juste le premier pays européen en PIB en parité de pouvoir d'achat et le pays qui a le plus grand nombre de ressources naturelles connues à ce jour. Donc c'est vraiment, on est allé chercher la bagarre avec un mauvais candidat, alors que, je le rappelle, la Russie ne demandait que de se rapprocher de nous. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette guerre, parce que les Américains ont une peur bleue du rapprochement entre l'Ouest et l'Est de l'Europe. Vous imaginez, entre le Pacifique et l'Atlantique, on a les ressources naturelles, on a le savoir-faire, on a tout pour être autosuffisant. Et les États-Unis
du coup, ils ont plus que l'Amérique du Sud, peut-être un petit peu de Canada, et ça s'arrête là. Et ça, c'est le drame. Ce sont les Américains qui ont créé cette guerre, et ça, il ne faut pas l'oublier. Si on revient à Maïdan, que vous avez évoqué, moi, en tant qu'ancienne analyste des enjeux balkaniques et des guerres de Yougoslavie, ça me rappelle, en fait, ce qui s'est passé à partir du coup d'État de Maïdan. Ça me rappelle 1990 et la nouvelle constitution croate, oui. qui avait fait des Serbes de Croatie, qui était quand même, je ne sais plus, 15%. Oui, 16-17%. Oui, un peu plus, 16-17%, des citoyens de seconde zone. Oui. Au plan des droits civiques, au plan économiquement, par rapport aux emplois qu'ils pouvaient occuper, par rapport à leur droit de vote, enfin bref, l'idée assumée d'ailleurs par le pouvoir croate de l'époque, c'est-à-dire de Franjo Tudjman, c'était on les met au rang en gros des tziganes dans ce qu'étaient les tziganes dans l'ancienne Yougoslavie, c'est-à-dire effectivement des citoyens de seconde zone malgré tout, même si on adorait leur musique. et je trouve qu'à Maïdan, après Maïdan, c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est une provocation telle, enfin c'est un tel bouleversement pour les populations concernées qu'en gros, au-delà de l'humiliation, c'est quand même aussi une question de survie. Bien sûr. C'est-à-dire, soit on meurt, soit on se libère. En tout cas, on ne peut que résister face à ça. Exactement. Parce et ça lance la guerre. Et exactement. Ça lance c'est trigger. C'est exactement ça. Ils déclenchent les guerres parce qu'ils ne veulent pas, ils n'apportent pas la paix, la démocratie. À chaque fois, je dis, donnez-moi s'il vous plaît le nom de une région du monde où les Américains ont apporté la démocratie, la paix, la prospérité. Soyons vraiment neutres, prenons du recul. Nulle part. À chaque fois, ils apportent cette désolation, cette guerre. La situation yougoslave était assez tendue. Malheureusement, la Yougoslavie n'a jamais eu le temps. D'abord, le royaume de Yougoslavie, puis de la Yougoslavie titiste. Le projet yougoslave n'a jamais eu le temps de vraiment se développer. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et on aurait pu imaginer une dislocation pacifique. C'était tout à fait possible de le faire, ou alors de repenser la Yougoslavie, parce que c'était quand même un pays de plus de 20 millions d'habitants, qui avait son industrie agricole, qui avait son industrie de l'armement, automobile, qui c'était pas un petit pays. La politique atlantiste a consisté à disloquer la Yougoslavie sur la violence, avec justement la valorisation des Oustachis, qui étaient quand même les collaborateurs d'Adolf Hitler. Hitler a créé la grande Croatie indépendante la première fois dans les années... Ante Pavelić. Exactement, pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, et raviver cette mémoire et dire on va mettre au pouvoir aujourd'hui un gouvernement qui se réclame des Oustachis, c'était évidemment un affront pour les Serbes qui étaient là depuis plusieurs siècles et qui avaient défendu ces terres de l'Empire ottoman, toute la Krajina, exactement. Ukraine. Oui, c'est la même origine, c'est la même racine, la frontière, voilà, exactement, la zone tampon entre différentes régions. Ça allait évidemment être mal pris. C'est-à-dire que si éventuellement les Américains étaient très intéressés par le sort des ex-Yougoslaves, ils auraient pu trouver une façon de s'accorder. Et d'ailleurs, n'oublions pas que Yougoslaves, Croates, en Bosnie-Herzégovine, je vais un peu plus au sud, bosniaques, musulmans, croates et serbes s'étaient mis d'accord sur une séparation des pouvoirs, sur des lignes ethniques dans la région, en tout cas religieuses plus qu'ethniques, et que quand Alija Izetbegović rentre à Sarajevo, alors qu'il a signé le document qui évite la guerre, il va voir Warren Zimmerman, l'ambassadeur américain, il sort de son entretien avec Zimmerman et il déchire le contrat en disant non, les musulmans, nous n'allons pas suivre. Et c'est sous l'influence des États-Unis que la Bosnie-Herzégovine éclate en guerre avec plus de 100 000 morts. Donc, et comme tu le dis très bien, qu'est-ce qu'ils ont fait lors du Maïdan? Exactement la même chose. Ils ont utilisé... Pour moi, c'est le même manuel. C'est évident, c'est le même manuel. Ils n'ont pas changé le manuel. Ils disent tant qu'on gagne, on joue. Et ils ont soulevé les Ukrainiens de l'Ouest
contre les Ukrainiens de l'Est en disant voilà, bah, vous êtes, c'est pas mal. Là, c'est des gentils nazis. Hein. On peut être nazi, là, ça c'est Bandera, Shushkevich, toutes ces personnes-là, ce ne sont pas des méchants nazis. Et donc, on va galvaniser cette idéologie-là. On va mettre des portraits de Bandera partout. On va le mettre sur des statues de Bandera et de tous ceux qui l'ont suivi. Qui quand même, Bandera disait qu'il rêvait d'une Ukraine indépendante qui soit alignée sur ce que Adolf Hitler a fait en Allemagne. Et ça, c'est les Occidentaux qui soutiennent ça, qui poussent ça au plus haut niveau de l'État. Et évidemment, comment vont réagir le reste des Ukrainiens? Et je rappelle que la majorité des Ukrainiens s'est battue dans l'armée rouge, pas aux côtés des Allemands. Donc, pour beaucoup d'Ukrainiens, c'était un affront total de voir que on refaisait vivre cette espèce de pensée de la race supérieure ukrainienne sur les russophones ou les Russes de l'Est de l'Ukraine, parce que beaucoup d'Ukrainiens ne se retrouvent pas du tout dans cette histoire de l'Ukraine. Et c'était fatal que ça se termine en conflit entre Ukrainiens. Et on l'oublie qu'entre 2014 et 2022, les Ukrainiens se sont battus entre eux. Entre eux, absolument. Et nous, on est aujourd'hui, parce que là, ce que tu expliques fort bien, c'est qu'en fait, c'est complètement tabou, ce que tu dis, parce qu'en fait, on soutient ça. Oui. On le soutient de fait. Oui. Donc on soutient, on le finance, on le soutient, on le forme, on l'entraîne, on le perpétue. Et donc, il y a quand même aussi un problème, j'allais dire encore pire, de morale, d'éthique, ou de manière de concevoir quand même l'appui qu'on peut apporter quand on se dit des États de droit, quand on se dit des démocraties, à des cliques, des gens, des courants de sinistres, de très 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 sinistre mémoire. C'est clair. C'est orwellien là aussi. C'est terrible parce que ça montre à quel point, et moi j'avais découvert justement dans les années 90 avec la guerre en ex-Yougoslavie, parce que pour une fois dans un conflit, j'avais 2 sons de cloche. Et je me rendais compte que ceux qui disaient la vérité n'étaient pas ceux. Et je suis un peu tombé des nues à cette époque-là, dans les années 90. Je me suis rendu compte qu'on mentait, parce que j'avais ce 2 sons de cloche. Malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui en Occident ne font pas l'effort d'aller se renseigner. Mais c'est terrible. Il y avait un article qui est sorti dans Le Monde il y a quelques semaines où Le Monde découvre qu'il y avait des nazis dans l'armée ukrainienne. Et nous, on dit ça depuis 2013, quand on commençait les manifestations du Maïdan jusqu'en 2014. On le dit, on le répète, on le rappelle, on peut donner des citations. Et on comprend ça. On comprend pourquoi les Américains se sont appuyés sur les mouvements les plus extrémistes, parce qu'il fallait que ces mouvements soient radicalement anti-russes. Le but de ce coup d'État n'était pas de créer une Ukraine apaisée avec du ruissellement pour tous, c'était de créer une zone de conflit. Et c'est pour ça que si vous voulez créer une zone de conflit, comme ils l'ont fait dans l'ex-Yougoslavie, vous prenez les éléments les plus extrémistes. Et nous avons soutenu, financé, cautionné ça. Et nos médias ne veulent pas en parler. Les journalistes n'en parlent pas. Moi, je vais vous donner juste une petite anecdote. Moi, j'ai fait venir en 2017 en France un jeune Ukrainien qui s'était pris un éclat d'obus suite à un bombardement de l'armée ukrainienne. D'accord. Donc, quand on parlait de ces conflits inter-ukrainiens, personne ne parlait de ce qui se passait dans le Donbass. Moi, depuis 2014, je mène des missions humanitaires sur place. Je dis, puisque personne ne s'intéresse à la guerre qui est au Donbass, je vais faire venir cette guerre à Paris. J'ai fait une conférence de presse. J'ai montré ce petit garçon, j'ai fait venir avec sa maman à Paris. Il était en fauteuil roulant, il n'avait plus du tout l'usage en dessous de la ceinture. Et j'ai interviewé, donc plusieurs journalistes sont venus. Et c'était extrêmement émouvant, évidemment. Et c'était en 2017, personne ne pouvait imaginer ça. Et j'ai plusieurs connaissances, ou même des journalistes qui étaient venus. Je dis, mais attends, mais où sont les papiers derrière? Et là, et on m'a dit direct, parce que la plupart de ces journalistes, certains je les connaissais bien, ils me disaient, ma rédaction ne veut pas. C'est pas possible. On ne veut pas. C'est pas l'agenda. Voilà. Donc l'information est biaisée. On est pas seulement dans le brouillard de la guerre, on est dans l'information contrôlée. Il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre. C'est la fabrication du consentement dont parlaient Lippmann et Chomsky. C'est ce monde orwellien, comme tu disais il y a quelques instants, où on pense qu'on est dans la vérité, mais on est dans le mensonge total. Et ça fait peur. Parce qu'à partir du moment où on a des menteurs au-dessus de nous, on sait que s'ils mentent sur ce sujet, donc ils mentent peut-être sur d'autres. Et jusqu'où est-ce qu'ils sont prêts à aller pour essayer de démontrer qu'ils ont raison. Et ça, il faut se battre. Le combat que nous faisons est à vrai dire un combat pour la vérité, juste pour expliquer ce qui se passe et avoir accès à une information objective pour comprendre ce qui se passe et trouver une solution. Là, on a des personnes qui n'arrêtent pas de nous dire la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, et qui sont, soi-disant... guerre. Voilà, c'est ça. J'essaye. Voilà, alors modestement, mais enfin, mais c'est extrêmement bien parce qu'à côté de ce mot guerre, on a paix. Et si on veut éviter la guerre, il faut la paix. Et ce mot-là est complètement absent
de la part de cette caste atlantiste qui nous gouverne aujourd'hui et qui a vraiment comme mission de détruire la Russie parce qu'ils sont dans ce modèle projet mondialiste où ils doivent tout contrôler. Ouais, mais ils n'y arriveront pas. Non, ils ne peuvent pas. C'est un combat perdu dans son essence même. Donc c'est quoi le projet? C'est de continuer à faire quelque chose qui ne peut pas marcher en misant sur un phénomène d'usure ultime qui pourrait aboutir à faire changer le régime en Russie. Et pourquoi pas? Mais pourquoi? Après, ça reste à voir. Je pense que ceux qui explique que Poutine est une incarnation diabolique, n'imagine même pas ce qui pourrait arriver derrière lui. Non, je veux dire, là aussi, on est, comme je dis, on vit au pays des rêves de oui-oui, quoi. Oui, on est dans le fantasme, on comprend, voilà. on comprend absolument pas ce qui se passe. Non. Et regardons les résultats. On applique plein de sanctions. On veut relancer encore des sanctions. La Russie aujourd'hui, premier pays européen en PIB en parité de pouvoir d'achat. Taux de chômage 2,7%. Nous, on est officiellement à 10% et encore, on sait que les chiffres chez nous sont ou 7%, mais on sait que les chiffres sont truqués. Ils ont 19% de taux d'endettement. On est à 106% de taux d'endettement. Même nous, ouais. Je prends les chiffres officiels, ce qui est déjà gigantesque. Ce qui veut dire qu'il faut un PIB entier pour rembourser notre dette sur un an. On a que alors, je ne parle même pas des indicateurs sociaux, l'état mental de la nation française. Et on veut aller faire la guerre à la Russie, et on l'a fait d'ailleurs. Hein. N'oublions pas, et ça, on oublie ça, c'est que cette guerre, et même Marco Rubio, secrétaire d'État américain, le dit, ce n'est pas une guerre entre les Russes et les Ukrainiens, c'est une guerre entre les puissances nucléaires, avec la Russie qui aide l'Ukraine, les États-Unis qui aident l'Ukraine contre la Russie. Ils reconnaissent même, Trump et dans son entourage, je ne parle même pas de Tulsi Gabbard, de Robert Kennedy Jr., ont tous dit que cette guerre était américaine. Et malgré ça, et malgré le soutien de l'OTAN perd aujourd'hui contre la Russie. C'est ça l'enseignement qui est important. Et comme tu disais il y a quelques instants, jusqu'où est-ce qu'on va continuer ce mensonge? L'OTAN, qui est la plus formidable organisation militaire de tous les temps, sur le papier, avec un budget de plus de 1000 milliards de dollars, n'arrive pas à venir à bout de la Russie, qui, on nous a dit encore il y a quelques années, avait le PIB du Portugal. Donc au bout d'un moment, il faut se réveiller, parce qu'on est en train de couler, on est sur le Titanic, l'orchestre joue, et nous on pense qu'on est les plus forts du monde. C'est plus le cas, c'est fini. Et il est temps de se réveiller, sinon évidemment ça va très très mal se terminer pour nous. On refuse de voir la vérité. Alors, je suis entièrement d'accord. Et selon toi, qu'est-ce qui peut se passer au plan militaire là à 6 mois, quel que soit l'avancement discret ou moins discret à certains moments de la relation russo-américaine qui va au-delà de l'Ukraine d'ailleurs, parce que je pense qu'ils discutent de beaucoup d'autres choses ensemble. Voilà. Donc, et nous, là, on est évidemment nulle part, on est à front renversé par rapport à la stratégie de notre grand allié, papa, enfin comme on l'appelle, je ne sais rien, mais enfin bon, c'est-à-dire que même notre vassalité, on n'a pas compris que là, pour le coup, ça aurait pu être intéressant d'accrocher notre char à cette étoile-là, entre guillemets. Bon, voilà. Donc, on comprend rien, mais on dit aussi que les Russes avancent malgré tout, même si on dit qu'ils n'avancent pas d'une certaine manière, mais en même temps, on leur reproche de vouloir aller dans toutes les directions, de vouloir prendre Kharkov, de vouloir prendre Odessa. Et il y a même des informations, mais que valent-elles, je n'en sais rien, disant qu'assez récemment, il y aurait eu des frappes. Enfin bref, qu'Odessa serait un espèce de nid d'espions. Hein, c'est pas le Caire ni d'espions. C'est pas OSS 117, c'est Odessa. On pourra d'ailleurs faire un film peut-être là-dessus, ça pourrait être intéressant. S'ils cherchent l'amicale d'ancien nazi, c'est peut-être pas au Brésil, mais à Kiev, ou à Odessa. Ça peut être là. Donc, en gros, qu'il y aurait tous les services européens et bien sûr américains, mais tous les services européens là, en plus des Ukrainiens, ce qui est assez logique, ça reste chez eux, mais qu'il y aurait des morts, que la Russie taperait maintenant de manière de plus en plus claire, puisqu'elle a arrêté de faire semblant de croire que les puissances européennes étaient des faux, vrais belligérants, etc. Là, maintenant, c'est clair, c'est net, les responsables russes le disent haut et fort. On a fini de faire semblant de ne pas voir la réalité. Exactement. Et je pense qu'ils n'ont même pas encore enlevé les gants. Je pense ça reste très... ça reste modéré par rapport à leur puissance de feu. Absolument, très modéré. Là, les Russes,
ils ne savent pas ce qui va se passer aux États-Unis. Trump, il va peut-être perdre les prochains midterms, c'est en mars 2026. Hein, donc ça va arriver assez rapidement. Là, du coup, s'il perd le Congrès, il va avoir plus de bâtons dans les roues. Qui va prendre la suite? Est-ce que le mouvement MAGA va se poursuivre? Est-ce que c'est Vance qui va l'incarner? Qu'est-ce qui se passe? Les Russes, ils disent, écoutez, nous, on ne va pas définir notre politique par rapport à... des choses aussi aléatoires. Voilà, exactement. Et à celui qui siège à la Maison-Blanche, donc on continue. Et je pense que c'est assez intéressant, donc, dans les on-dit de ce qui s'est passé lors de la dernière rencontre à Istanbul entre les Ukrainiens, enfin les représentants de Kiev et les représentants de Moscou, où les Kieviens ont demandé à la délégation moscovite de se retirer des 4 régions. Et ils ont dit non seulement on ne se retire pas des 4 régions, mais si on continue cette discussion, voilà, c'est ça, on va en prendre 8. Donc, et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont entrés dans Dnipropetrovsk, ils continuent de bombarder Odessa. Alors, Odessa, si on s'arrête quelques instants là-dessus, c'est stratégique. Hein. Odessa, c'est compliqué à prendre aussi. C'est très compliqué à prendre, mais les Russes, je pense, ils savent très bien que s'ils laissent une ouverture de la mer, sur la mer Noire, à l'OTAN à ce niveau-là, ça peut être un danger pour eux parce qu'il y a toutes les manœuvres OTAN, Roumanie, Moldavie, sur la Transnistrie, etc. J'ai entendu dire que les Russes voulaient faire une sorte de couloir de mini buffer zone. C'est ça. Après la Transnistrie, enfin entre eux et la Transnistrie qui elle-même est en train d'être déstabilisée. Exactement, ce qui se comprend de leur point de vue, parce que ce que l'OTAN vient de faire aujourd'hui, les Russes ne peuvent pas dire qu'ils ne vont pas recommencer plus tard. Et en plus, on voit que, comme par hasard, c'est en Roumanie, sur la mer Noire, à Constanța, que l'OTAN veut faire sa nouvelle méga-base européenne, et c'est pas un hasard non plus que les atlantistes aient changé le cours des élections. Ouvertement, au vu au sud de tout le monde, on a empêché le processus démocratique en Roumanie, entre autres, je pense, pour protéger cette base, parce que l'OTAN, les atlantistes ne veulent pas du tout que la Russie ferme la mer Noire au nord. Bon, et alors que la Russie, elle fait ça parce qu'elle se dit, attendez, vous êtes déjà venu me chercher sur ma frontière une fois, je vais étendre ma frontière. Et n'oublions pas que la Russie, l'histoire de la Russie, et ça aussi on ne lit plus assez de livres d'histoire, mais c'est une succession d'invasions aussi, des Lituaniens, des Polonais, des Suédois, des Français, 2 fois les Allemands. Donc au bout d'un moment, c'est pour ça aussi qu'ils ont cette espèce de zone de tampon qu'ils cherchent à mettre en place en disant, écoutez, juste laissez-nous tranquilles. Et quand les Russes sont venus à Paris, ils sont repartis, et c'était suite à ils pourchassaient l'armée française qui était venue les titiller à la ils ont un complexe obsidional qui a des raisons d'être. Oui, exactement. On peut comprendre ces réactions. Et les Russes, aujourd'hui, je pense que très clairement, ils disent, attendez, mais tant que je gagne le jour, on est en train de gagner sur le terrain militaire aujourd'hui. Alors, certains voudraient que ça aille plus vite ou moins vite, hein, selon l'avis qu'on a sur le sujet. Mais n'oublions pas que les Russes sont en train d'avancer dans des régions qui sont majoritairement russophones. Et qui ne sont pas, et qu'on voit même les villages qui libèrent, ou des petites villes qui libèrent, aujourd'hui, ils sont accueillis par ceux qui restent en héros. Et donc, moi, j'étais à Ougledar il y a 2 mois, et ceux qui restaient, il n'y en avait plus beaucoup, mais toutes ces personnes-là disaient, et que ce n'étaient pas des belligérants, ce n'étaient pas des fanatiques de la Russie, de Poutine, c'était juste des personnes, des gens complètement ordinaires qui disaient, attendez, mais nous, c'est vrai que notre culture, elle est russe, on est plus proche des Russes, on veut parler le russe, donc on reste là. Et ils ont subi des bombardements terribles. Et ça, les Russes disent, attendez, mais tant qu'on va être accueillis comme ça, et tant qu'on peut se le permettre, on va le faire, ça va étendre notre zone tampon par rapport à l'OTAN, et on va voir ce que l'OTAN deviendra dans les années à venir, surtout si elle passe à des budgets qui représentent 5% du PIB. Vous me direz en même temps, le PIB va peut-être s'écrouler au bout d'un moment, donc je ne sais pas ce que ça pèsera, et on verra qui sera capable de payer ça, parce que ce sont des sommes énormes. Mais tant qu'ils sont accueillis comme ça, ils vont continuer. Ils sont maintenant dans Dnipropetrovsk, et je suis sûr et certain que quelque part, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans les grandes villes russes, reprendre Odessa, qui est une ville russe. À l'origine, on oublie ça aussi. Les gens ne lisent pas les livres d'histoire. Ce sont des villes qui ont été fondées par les Russes, où la culture est majoritairement russe. Où là, on a encore même vu l'autre jour le maire d'Odessa, qui est pas du tout un pro-russe, qui se bat avec des néo-nazis inspirés par de telles idéologies, qui veulent faire tomber une statue en l'honneur de Pouchkine. Ouais, la bêtise, jusqu'à quel niveau est-ce qu'on est arrivé? Donc je pense que militairement, les Russes vont continuer jusqu'à ce qu'ils tombent sur un accord. Et on va voir ce qu'il y a dans cet accord. Et cet accord n'est peut-être pas limité qu'à l'Ukraine. Comme tu le disais il y a quelques instants, c'est sûr et certain, Trump et Poutine partent de l'Arctique, ils partent du Moyen-Orient, ils partent du prix du pétrole, ils partent des engrais, ils partent du blé, ils partent des ressources naturelles, ils partent des terres rares.
tous ces sujets vont être pris en compte. Et à la fin, ils vont signer un deal. C'est pour ça que ce n'était pas possible de faire un accord en 24 heures. Ni même en un mois. Mais... Et on verra. Et peut-être que dans le deal, Poutine dira, bah, écoutez, moi, je vais Odessa. Et Trump, de ce côté, va dire, okay, je te laisse Odessa, mais tu me laisses tel quoi en Afrique. C'est le risque. Hein, ça va être du risque ou du Monopoly à cette échelle-là. C'est comme ça que ça se passe. Et les Russes, en attendant, tant que ça n'avance pas, bah, ils vont poursuivre. Ils sont en train de gagner. Et l'Ukraine n'a jamais été autant affaiblie. Économiquement, financièrement, de nombreux Ukrainiens veulent fuir. Et comment est-ce que les Ukrainiens vont continuer de se battre? Ils ne peuvent pas se battre s'il n'y a pas le financement de l'Union européenne. Et les États-Unis ont mis une pause maintenant, mais ils continuent d'aider avec des techniciens du renseignement. Mais ils ne vont pas pouvoir continuer ad vitam aeternam. Je rappelle que le FMI a relâché encore une nouvelle tranche d'aide. Le FMI, outil créé après la Deuxième Guerre mondiale, forte inspiration et contrôle des Américains, qui normalement n'a pas le droit de faire comment dire, des contrats à des pays en guerre. Et le FMI le fait. Donc c'est justement contre ce régime-là, contre ce système-là que les Russes, les Chinois, les Indiens... Il n'y a plus de limite. On prend les assets russes, on prend les intérêts. Exactement. Plus de règles, plus de lois, on fait ce qu'on veut. Oui, mais donc dans ce contexte tellement déréglé et un peu fou, parce que du côté occidental, on se rend bien compte qu'on a perdu, qu'on est en retrait au plan des perceptions d'ailleurs d'une grande partie du monde, mais aussi très concrètement sur le terrain, on n'est pas à l'abri non plus d'une dinguerie otanesque, c'est-à-dire d'une provocation qui viserait à ouvrir un autre front, qui viserait, on ne sait jamais. Bien sûr. Il peut se trouver des baltes assez fous pour faire ça, enfin bon. C'est une de mes plus grandes craintes. C'est que le modèle atlantiste s'écroule. D'un point de vue économique, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue repère, d'un point de vue d'identité, de culture, c'est vraiment, on est en tombe de Caraïbes dans là chaque jour encore plus. Et donc certains peuvent se dire, les fanatiques qui sont à la tête de ces différents pays peuvent se dire que la seule façon de s'en sortir, c'est de déclencher une guerre. Et ça, c'est une recette vieille comme le monde. Classique. Voilà, donc on n'arrive plus à contrôler la société, on voit le mécontentement partout, on voit que nos résultats chez nous sont mauvais. La zone euro est la zone avec la plus faible taux de croissance au monde. Et regardez ce qu'on est en train d'inventer, les nouvelles inventions. Je ne vais pas être caricatural, mais il y a quand même beaucoup qui viennent de l'Asie, de la Chine, maintenant de l'Inde, encore un petit peu aux États-Unis, parce que les Américains ont cette culture de la recherche et du développement, très peu en Europe. Donc on va être vassalisé à quelqu'un. In fine, aujourd'hui, c'est les US, et demain, peut-être à quelqu'un d'autre, si on n'a pas nous-mêmes, si on ne prend pas nos avenirs en main. Et ceux qui voient ça, qui ont les vrais chiffres, la seule solution que certaines de ces personnes peuvent prendre, c'est de se dire, la diversion. La diversion, on déclenche une guerre, parce que sinon, et en plus, ces personnes savent qu'ils vont passer un sale quart d'heure. Si jamais les personnes se réveillent, qu'elles perdent, et qu'on dit, attends, maintenant vous allez rendre des comptes, ces personnes craignent pour leur propre personne, parce qu'elles sont évidemment extrêmement égocentriques, elles ne veulent pas voir la réalité du terrain. Et ça, c'est un risque réel. Des opérations sous fausse bannière, ou alors des guerres, ou alors l'enclenchement dans une guerre réelle, parce que ce ne sont pas ces personnes-là, ni leurs enfants qui iront se battre. C'est nous, c'est le reste de la population. Et toi et moi, ils vont nous envoyer en première ligne. Oula, ça c'est sûr. C'est sûr. Et sans armes et sans rien. Ah oui, rien, voilà. Bonne chance. Ça marche pas. Attends, et voilà. Bon, donc ça c'est d'accord. Alors, il y a et l'Europe. L'Europe, j'ai envie de dire que l'Union européenne, c'est l'homme mort du monde aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'homme malade, du monde. L'Europe aujourd'hui faillit à toutes ses missions. Elle ne sait pas régler les problèmes des Européens. Déjà, elle nous a été imposée. Nous n'oublions pas que nous, en France, on a quand même eu un référendum. À l'époque, on croyait encore un peu à la démocratie. Oui. On a dit qu'on n'en voulait pas, on nous l'a imposé quand même. Donc ça, on dit long sur ce que la démocratie vaut chez nous. Et on sait maintenant ce qu'elle vaut ailleurs. Notamment ces personnes européennes qui disent qu'elles se permettent de faire des changements de régime. Enfin, elles ne se cachent même plus. Et les résultats sont extrêmement mauvais. On n'a pas fait les investissements qu'il fallait dans la recherche et développement. On n'a pas investi dans les écoles, on n'a pas investi dans la sécurité. C'est resté un projet qui était beau sur le papier, mais qui n'a pas abouti. Je pense qu'on est très très loin de ce qu'imaginaient peut-être pas les pères fondateurs qui étaient quand même très atlantistes de l'Europe, mais certaines. Oui, je pense pas. Ils ne cherchaient pas l'Europe puissance. Ouais, voilà. Non, Monnet et Schuman, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient à l'époque, mais d'autres qui pensaient que l'Europe allait nous permettre d'être nous constituer en espèce d'État, ou en tout cas de région autonome, avec notre propre ingénierie, avec notre façon de faire et de défendre notre civilisation. Ça, c'est mort, c'est fini. Van der Leyen qui disait encore quelques années que l'économie russe était en lambeaux, que les Russes allaient chercher des puces électroniques dans des machines à laver pour fabriquer leurs missiles, qui échangent
s'arrange avec le patron d'un très grand laboratoire américain sur l'achat de millions et de millions de doses d'un vaccin, quelle que soit notre opinion sur ce sujet-là, et qui ne veut pas dévoiler ces vaccins. Qu'est-ce que c'est? Dans quel pays, dans quel régime vivons-nous aujourd'hui où on n'a plus du tout accès à ces informations-là parce qu'il y a une caste qui s'est érigée au-dessus du reste de la population, qui ne rend plus des comptes à la population, qui nous ment, et on a toutes les informations nécessaires, et cette caste qui explique qu'elle nous protège. C'est assez mafieux, en fait. Ça se verrait, oui, c'est complètement mafieux. C'est complètement mafieux. Et ça, on vous protège. Vous allez payer pour qu'on vous protège, mais en fait, on ne vous protège pas. On mange sur la bête. Et les gens seraient heureux si on était protégés. On se dirait, c'est génial la chance qu'on a, et ce n'est pas le cas. Et derrière, il y a le rouleau compresseur médiatique, parce qu'ils sont tous de mèche, qui n'arrêtent pas de nous dire, attention, voilà le méchant, il va nous envers, il va nous attaquer. Et pendant qu'on parle de ces sujets-là, on ne parle pas de nos propres préoccupations, on ne parle pas des promesses des politiciens qui sont au-dessus de nous, qui nous avaient dit qu'ils allaient faire réduire le taux du chômage, qu'ils allaient investir dans l'université, dans la santé, qu'ils allaient réformer l'armée, ce qui est vrai, il faut le faire, mais est-ce que ce n'est pas en donnant 5 milliards, 5% du PIB en achetant américain, qu'on va y arriver? Donc ils ont failli à toutes ces promesses-là parce qu'ils ne défendent pas nos intérêts. On est dans une société aujourd'hui maintenant qui n'a plus aucune notion du bien commun. On a des politiciens malheureusement de gauche comme de droite qui sont assez loin de la préoccupation du commun des mortels et qui, une fois qu'ils rentrent dans le mécanisme, eh bien, jouent le jeu. Et ils ont peur d'être... Il y a très peu de politiciens en Europe aujourd'hui, il y en a quelques-uns heureusement, mais on voit un Robert Fico, Premier ministre de Slovaquie, qui échappe à un attentat. Qui se prend 5 balles. Oui. Exactement. Un Orban qui essaie d'être courageux. Et donc, nos politiciens vont faire des manifestations en Hongrie, parce qu'évidemment, il n'y avait pas assez de manifestations chez nous, pour expliquer aux Hongrois ce qu'était la démocratie, alors que ces personnes-là ont même participé à des révolutions de couleur financées par des dollars ou par de l'argent occulte européenne. C'est le monde à l'envers. Donc, il est vraiment plus que nécessaire d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que si on continue comme ça et qu'on continue à voir seulement notre vie de tous les jours et ne pas faire attention à ce qui se passe autour de nous, eh bien, on va être entraîné dans quelque chose qui va nous dépasser. Il ne faudra pas pleurer le jour où on nous dira, et comme on disait il y a quelques instants, maintenant tu vas aller te battre parce que c'est la patrie, il va défendre le drapeau, la démocratie. Parce que non, ce n'est pas pour ça qu'on irait se battre, hein. C'est pour leurs intérêts et c'est forcément néfaste pour nous. Pas très gai. Pas très gai. Alors, on va essayer de prendre une petite, mais ça ne va pas vers la gaieté non plus. On va prendre un petit chemin de traverse pour aller au Moyen-Orient. Pour quand même parler un peu de ce grand abcès-là, purulent, qui n'est pas du tout stabilisé à mon avis. Alors, comment veux-tu les choses? Ce qui s'est passé là, bon, ok, c'est vrai, illégalité totale des frappes, qu'elles soient israéliennes ou américaines d'ailleurs, mais à l'échelle de l'équilibre régional ou du déséquilibre régional, avec une Syrie qui a été reprise en main. Oui. Il y a voilà, plus de sanctions contre laquelle les sanctions... Contre les anciens de Daesh, là, il n'y a plus de sanctions, ça va. Ça, c'est quand même, c'est ça qui est fou, c'est-à-dire il y a un niveau moi j'appelle ça du cynisme pur, du cynisme pur. Et c'est inquiétant et ça brouille les grilles de lecture. N'oublions pas que Trump était à Jeddah il y a encore quelques semaines où il louait. Il avait fait toute une tournée dans le Moyen-Orient, il est revenu avec des commandes pour 500 milliards de dollars, c'est quand même pas rien, et il louait ces puissances arabes qui avaient réussi à s'en sortir sans bombardement, sans émission des Américains. Donc il était en train de dire, voilà, voici le nouvel ordre dans lequel nous nous trouvons, et ce n'est pas un ordre où les Américains vont renverser des régimes. Et c'est vrai, si on regarde où étaient les Émirats arabes unis il y a encore quelques années, si on regarde le Qatar, ce sont des pays qui sont hissés sous l'ombrelle des Américains. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il a été repris en main par le Deep State, reine courte, et maintenant... Ce sujet d'Israël, le sujet israélien est un sujet qui est extrêmement épineux aux États-Unis. Il y a un lobby israélien qui est extrêmement important. La grande majorité des élus américains du Congrès ont leur campagne financée par l'AIPAC, par des associations qui sont pro-israéliens. Et quand je dis pro-israélien, plutôt pro-Netanyahou, parce que je rappelle que tous les Israéliens ne sont pas du tout d'accord avec Netanyahou, et qu'au moment où il y a eu Netanyahou a répliqué aux attaques du 7 octobre, il y avait des manifestations contre lui tous les jours, et que lui, il est dans des eaux troubles en Israël aujourd'hui à cause des histoires de corruption, et que la guerre, pour lui, est aussi une manière, clairement, pour faire oublier. Tout à fait, il fait diversion.
Mais Trump vient de... J'ai vu des déclarations d'il y a D'amour. quelques jours, oui, d'amour, et où il disait même, enfin, arrêtez d'embêter Netanyahou avec des problèmes C'est un héros de guerre. juridiques, etc. Il a fait la guerre, il est tellement extraordinaire, cet homme, tellement courageux. Hein. Il faut arrêter de l'embêter du style, ne lui faites pas ce qu'on m'a fait à moi, c'est-à-dire des faux procès, tout ça est faux. Incroyable. Alors que pendant sa campagne, ça fait peur, il avait partagé des vidéos de Jeffrey Sachs Absolument. qui disait ces 4 vérités à Netanyahou. Absolument. Et aujourd'hui, donc qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, on peut avoir plein. Ce qui est sûr et certain, c'est que le discours de Trump pacifiste, je suis une colombe, je veux arranger, est tombé, est clairement tombé. Là, on ne peut pas faire confiance à 100% à Trump. Sa mission est extrêmement difficile, ça c'est certain. Et est-ce qu'il essaie de louvoyer, est-ce qu'il essaie de faire le mieux qu'il puisse, etc. C'est tout à fait, je pense que c'est le cas. Mais aujourd'hui, on a vu que sur le sujet israélien, là, il fallait qu'il intervienne. Il fallait qu'il intervienne militairement contre ce qu'il avait promis pendant sa campagne, et que sa base même a été chamboulée. Les Candace Owens, Tucker Carlson, Dave Smith, qui ont encouragé les Américains à voter pour lui. Dave Smith, qui est le grand libertarien, enfin l'une des têtes de file des libertariens aux États-Unis, avec Rand Paul, dit qu'il regrette son vote pour Trump et qu'il faut maintenant essayer de le destituer. C'est-à-dire que les Américains ont voté pour un homme politique qui allait se préoccuper essentiellement des affaires des États-Unis. Oui. Et au Moyen-Orient, le sujet israélien est encore un fil à la patte, c'est un sparadrap qui ne part pas. Les Américains se sentent obligés d'intervenir pour défendre les faucons de guerre israéliens, parce qu'ils ne défendent même pas la paix en faisant ça. Ça ne va pas aider Israël à moyen terme de soutenir Netanyahou. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la manière express qu'il a eu de frapper a arrêté les frais. C'est vrai. La question, c'est est-ce que ça les arrête, est-ce que c'est une pause? Parce que du coup, quand on regarde un peu les damage assessments, etc., on se rend compte que les Iraniens ont quand même répliqué très fort, ont fait de gros dégâts en Israël, et qu'en revanche, les frappes américaines n'ont peut-être pas produit les effets mirobolants pour casser le programme nucléaire iranien qu'elles espéraient. Voilà. Et c'est le renseignement américain qui le dit lui-même. Voilà, le renseignement américain le dit lui-même. Et en plus, maintenant, la coupure avec la IEA est claire et nette et assez compréhensible, à vrai dire. Et donc, est-ce qu'on n'est pas juste dans une pause pour fourbir ses armes et recommencer? Mais bien sûr qu'on est dans une pause. Mettez-vous à la place des Iraniens, et sans même, pareil, on va essayer de faire de l'analyse, son parti pris, de l'analyse objective. Vous êtes en train de négocier un énième deal sur le fait que vous n'avez pas utilisé la technologie nucléaire pour vous armer. N'oublions pas qu'en 2015, Obama avait signé un accord avec les Iraniens. En 2015, que cet accord avait été co-signé par tous les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne. Il y avait cet accord et les Iraniens s'engageaient à ne pas utiliser le nucléaire dans l'armement. Qui a retiré la signature? Et les Européens n'ont rien fait pour les Européens n'ont rien fait. On n'a jamais mis pression sur les États-Unis parce que ça, du coup, on ne le fait jamais. Trump s'est retiré en 2018 de ces accords. De nouveau, il retourne à la table de négociation. Et alors que les Iraniens ont la garde baissée, ils discutent avec Trump. Israël attaque. Et personne ne va nous faire croire que Trump n'était pas au courant à ce moment-là. Et non seulement Israël attaque, Trump ne condamne pas Israël en disant « Mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de négocier un plan de paix et vous attaquez ?» Non seulement il ne fait pas ça, il soutient militairement. L'armée américaine a aidé Tsahal dans ses attaques. Et à la fin, il finit par bombarder l'Iran. Mais qui, pendant un instant, peut croire que les Iraniens ont confiance dans la parole qui sortirait de la bouche de Donald Trump? C'est pas possible. Et donc, forcément, les Iraniens vont se dire on ne peut pas faire confiance à la négociation. Donc, ils vont au contraire se réarmer. Ils vont se réarmer parce qu'ils ne peuvent pas faire confiance dans le dialogue, parce que quand ils dialoguent, ils baissent la garde, ils se prennent un coup dans le menton. Oui, mais donc, est-ce qu'Israël ne va pas repartir à l'attaque? Est-ce qu'Israël peut? Parce qu'on a bien vu aussi les limites du dôme de fer d'Israël. On a vu la limite de la défense. On a vu aussi que les Iraniens avaient du matériel très sophistiqué, que les Iraniens ont touché des cibles stratégiques israéliennes. Donc l'Israël ne peut pas aller au combat sans les États-Unis. Est-ce que c'est l'intérêt des Israéliens de faire ces guerres? Je pense que la majorité des Israéliens ne veulent pas de cette guerre. Netanyahou, lui, et les faucons de guerre et ceux qui veulent agrandir le territoire d'Israël, ils ne peuvent pas le faire sans les États-Unis. Leur stratégie, c'est d'entraîner
les Américains dans la guerre, et il y a des vidéos qui tournent où on voit que depuis plus de 30 ans, Netanyahou dit attention, les Iraniens, la bombe arrive, elle est bientôt là, attention. Il n'arrête pas de dire ça pour encourager le gouvernement américain à les soutenir militairement. C'est tout le contraire qu'il faut faire. Si Trump était vraiment un homme de paix, là-dessus, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Il y a des moments où ce que Trump fait est intelligent, est intéressant. Il est pour la paix. Là, ce qu'il a fait dans le Moyen-Orient chamboule tout, parce qu'il n'a pas cherché la paix. La paix se discute autrement qu'en bombardant quelqu'un avec qui on est en train de discuter, en train de négocier. Donc forcément, je pense que ce n'est que partie remise. Et des deux côtés, les Israéliens vont dire « Oula, il faut qu'on fasse attention, on est beaucoup plus faible et fragile qu'on le pensait ». Les Iraniens vont dire « Attention, parce que les interventions israéliennes étaient quand même bien ciblées, stratégiques, étaient assez impressionnantes. Hein. Tuer directement les scientifiques qui travaillaient sur le programme nucléaire, décapiter une partie de l'armée au niveau des généraux, même si les Iraniens se sont ressaisis assez rapidement, ce sont des coups qui sont durs. Les deux camps vont évidemment se dire « Oh, la prochaine fois, on va être mieux préparé ». Donc il n'y a pas du tout de paix qui est annoncée pour la région. Au contraire, c'est plutôt la guerre que cela a annoncé. Et ça, c'est la responsabilité de Trump, même si certains vous diront que oui, il a mis un terme, oui, il a juste mis le couvercle sur la cocotte, quoi, mais il continue de bouillir. Mais il essaie de faire de faire signer un cessez-le-feu à Gaza. Oui, il avec arrête une mise à l'écart du Hamas, avec la reconnaissance d'Israël par l'Arabie Saoudite, qui reste quand même le Graal bien sûr, de leur point de vue. Ouais. Donc il est pour moi dans un jeu très compliqué, mais je pense qu'il a affaire à de telles pressions politiques internes très lourdes. Qui font qu'on n'est pas du tout sorti de l'auberge. Non, parce que ceux avec qui ils discutent ne veulent pas, ceux qui poussent les Américains à la guerre ne veulent pas de reconnaître une Palestine indépendante. Non. Donc si vous voulez, le jour où on dira, écoutez, on est prêt pour la Palestine indépendante, il y aura 2 États. Ah oui, ça c'est encore un autre sujet, quoi. Donc, donc ceux qui poussent Trump à la guerre veulent au contraire étendre la dimension du territoire israélien. Donc tant que les Américains sont en train de discuter avec les faucons de guerre israéliens, tant qu'ils seront sous leur coupe pour une partie, eh bien on va continuer vers la guerre. Le problème, c'est que les Américains n'ont pas choisi le bon interlocuteur. De même que Netanyahou était très content d'avoir le Hamas en face. Hein. C'était l'ennemi idéal. C'était tant que vous avez là une personne qui incarne vraiment tout ce qui peut vous faire peur, eh bien vous êtes en train de dire, vous voyez, on a raison de s'armer parce qu'on a le Hamas en face, mais il y a beaucoup de Palestiniens qui sont pas du Hamas avec qui Netanyahou aurait pu négocier. Il l'a pas fait. Eh bien, tant que Washington va être en train de discuter avec Netanyahou et son entourage qui est extrémiste, et de l'aveu même des Israéliens qui sont contre Netanyahou, eh bien, il y a ces risques de guerre. Il faut que la Maison-Blanche les attende. Et nous, on ne veut plus du tout parler avec l'aile extrémiste et on veut parler avec les représentants des Palestiniens, on veut parler avec des représentants des Israéliens et on va essayer de trouver un accord comme on peut trouver. Mais ça, aujourd'hui, c'est malheureusement pas à l'ordre du jour parce qu'on a vu quelle voix porte plus fort à Washington aujourd'hui. Et ce n'est pas la voix des pacifistes. Et ça, c'est pour le Moyen-Orient, en tout cas pour cette région-là, ce n'est pas un bon signe. Et d'ailleurs, quand je dis la région, n'oublions pas, il y a aussi le Liban, il y a tout ce coin. Donc et en parallèle, voilà, il va reconnaître à la Syrie, il va enlever toutes les sanctions à la Syrie, il va donner à Djolani, ancien chef de Daesh dans la région, les coups des franches pour se redévelopper parce qu'économiquement, il va faire du business. Donc voilà, je dis juste attention, peut-être qu'il fait du billard à 3-4 bandes ou des échecs 5e dimension, je suis un peu circonspect. J'aimerais bien, si ça peut apporter la paix à la fin, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'en utilisant les méthodes qu'il a employées là, il va promouvoir la paix dans cette région-là. Et la France ? La France, la grande absente. Alors que on avait encore, vous savez, au début des années 90, on était encore ou peut-être même encore avant, on était dans le top 5 des premières puissances mondiales. Les gens ne savent même pas qu'on est à peine dans le top 10. On n'arrête pas de dégringoler au niveau, ce que je regardais les résultats PISA dans les écoles, c'est catastrophique. C'est vraiment la chute libre. Et pourtant, je ne suis pas un défaitiste. Moi, je suis plutôt optimiste. Je dis, on va s'en sortir. Et là, quand je regarde les résultats, alors que la France a la légitimité, s'il y a bien un pays européen qui est capable de parler aux Chinois, aux Russes, aux Américains, aux Israéliens, aux Palestiniens. On est parti dans le dogmatisme, nous. Oui. On est parti dans l'alignement manichéen sur un camp face à un autre. Voilà, donc on s'est appauvri, on s'est coupé les jambes. On s'est sorti de la Deuxième Guerre mondiale avec un chef d'État, De Gaulle, qui était capable qui a remis la France sur la carte, parce que du coup on n'était quand même pas très bien paré
en 40 et qui a fait de la souveraineté de la France vraiment notre façon d'être, notre vision sur le monde. C'était la France parle en nation souveraine. Et là aujourd'hui, on parle en nation soumise. Et c'est en nation soumise qu'on va être entraîné dans des bêtises majeures comme ces différentes guerres. Alors que si on était une nation souveraine, qu'est-ce qu'on se dirait? On se dirait, attendez, mais il n'y a aucun intérêt d'avoir une guerre en Europe, si on revient au sujet ukrainien, parce qu'on l'a bien vu, même si la guerre en Ukraine n'est pas la cause de tous nos maux aujourd'hui, hein, parce qu'il y a bien de la manipulation, mais c'est dans l'intérêt de personne d'avoir des prix d'hydrocarbures plus élevés, c'est dans l'intérêt de personne d'avoir... Nous, on a perdu des marchés, on a perdu pour plus de 10 milliards d'euros en Russie, les entreprises françaises sont parties. En plus, d'un point de vue purement militaire et politique, il y a quand même ce risque qu'un jour on s'affronte avec les Russes. Donc il faut revenir, et là je le dis très clairement, je pense qu'il faut revenir à une France souveraine. Ça me paraît être la seule solution. L'Union européenne ne répond pas à nos problèmes. L'Union européenne n'a pas apporté la prospérité et n'a pas apporté la sécurité. L'Union européenne aujourd'hui c'est la guerre, hein, c'est pas du tout la paix. Et dans une période qui est celle-ci dans laquelle nous nous trouvons, eh bien il faut qu'on se reprenne en main. On a laissé les autres, on a fait confiance. La cigale et la fourmi, on dansait, on chantait, etc. pendant que d'autres travaillaient. Et là, aujourd'hui, eh bien, on se réveille, on se dit, flûte, on n'a pas travaillé, les murs sont en train de s'écrouler, il y a de l'eau qui tombe par le plafond. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce n'est pas ceux qui ont créé cette situation qui vont nous aider. L'Union européenne, qui est en partie la cause de la situation dans laquelle nous nous trouvons, l'impéritie et la mauvaise volonté, ou en tout cas la volonté de ne pas servir des intérêts des Français, des personnes, de la classe politique qui nous dirige depuis plusieurs générations, est responsable. Il faut tourner la page, il faut changer. Ça veut dire quoi? Sortir de l'Europe? Ou progressivement, ou revoir la façon de travailler avec les autres pays européens. Moi, je ne suis pas du tout anti-européen. Je pense que c'est entre l'Atlantique et le Pacifique, un espace civilisationnel à défendre. Dans le monde qui arrive multipolaire, avec les grands espaces, avec une Inde très forte, une Chine très forte, avec des pays qui pèsent plus d'1 milliard d'habitants. Donc nous, en France, on est 60, on sera 70. Donc, et on a un intérêt à mieux collaborer avec les deux autres pays européens. On a aussi un intérêt à mieux travailler avec le Maghreb, avec les autres régions du monde, avec tout le monde, exactement. Même avec les Américains. Même avec les Américains, mais avec nos conditions quand ça nous intéresse. Et pour ça, ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas avec des commissaires, c'est leur nom, hein, non élus, qui ont montré leur incompétence qu'on va s'en sortir. Et au bout d'un moment, il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on s'en sorte. Et je pense que ça, c'est le message parce que si on ne le fait pas, on va continuer de dégringoler. Vous savez, c'est la même musique. Donc il faut changer la musique, il faut changer le chef d'orchestre, il faut changer notre mentalité. Et ça veut dire du courage. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est du courage. Et c'est rageant de voir qu'on a une classe politique qui n'est pas à la hauteur. Je pense qu'elle n'a pas eu de l'éducation que leurs prédécesseurs ont pu avoir. Ils ne lisent pas des livres d'histoire. Ni l'expérience, d'ailleurs. Ni l'expérience. Et quand ils arrivent là, dans des grandes assemblées avec un salaire très intéressant, avec des chauffeurs, avec tout ce que vous voulez, etc., ils oublient la raison pour laquelle ils ont été élus et ils n'ont pas le courage de dire « Attendez, nous, on est là pour défendre les intérêts des Français. » Donc ça, c'est majeur. Ça va prendre du temps, mais pour moi, c'est clair et net que la France toutes les nations européennes doivent redevenir souveraines et trouver des accords quand même entre nous pour éviter la guerre, parce que ce n'est pas la solution non plus. Ben voilà, ça me semble une très belle conclusion que je partage totalement. Après, il faut savoir comment on fait ça. Mais... Prochain bouquin. D'accord, très bien. Chez toi. Oui, il serait temps que je m'y mette, ou je m'y remette plutôt. Bon, en tout cas, Nicolas, merci infiniment d'être venu. C'était tout à fait agréable et passionnant de parler avec toi de tout cela. J'espère que cette émission vous a plu, chers amis. Que vous en ferez votre miel et que ça vous fera réfléchir. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous soutenir, à vous abonner, à appuyer sur la cloche, à faire partie du cercle des amis de Paix et Guerre, à faire tout un tas de choses qui sont absolument nécessaires pour que notre petite aventure se pérennise et se développe. Je vous remercie et je vous souhaite, d'attendre quelques jours pour me revoir dans la prochaine Mondoscopie. À très bientôt. Au revoir et merci Nicolas encore une fois. Merci.